Rentrée scolaire 2024-2025 quitte des enfants déplacés, même si des solutions temporaires s'affichent sur certains sites, quelques difficultés font que des élèves peinent à reprendre. Quelques mécontentements et grogne social par-ci par-là, la trêve sociale voulue par les autorités de la transition est-elle en danger? La série inédite de la semaine nous plonge dans le monde syndicaliste pour mieux comprendre les menaces de grève. Une forte délégation malienne se trouve à Bakou pour la COP29 et les négociations se poursuivent. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du 1945. Rentrée scolaire, on en parle toujours. Sur certains sites de déplacés, des initiatives sont prises pour permettre aux enfants de retrouver le chemin de l'école. Voyons avec Assitoumani Koulibaly si cette reprise est effective ou pas sur différents sites. Ce mercredi 13 novembre, un tour sur les sites de Faladje nous a permis de constater l'effectivité de la reprise. Ces enfants du site, qui sont au nombre de 150 élèves, sont pour la plupart inscrits dans une école publique de Faladje-Sema. 70 élèves, dont 40 filles et 30 garçons, suivent les cours sur le site. Pour Amad Diallo, responsable des déplacés internes de ces sites, l'une des difficultés reste la distance entre le site et l'établissement, mais également le coût de la tenue. Mais gele abe mimbe école demsen nunu mimbe tara atete école sola teni kode do ça fait dongo do abafo nan tara aya soro a nyogona be teni babolo bo o teni nunu te ambolo bo demsen mimbe siti kono o fano gele abala ancien nunu mimbe ka nunu kalanke sarali ko tala amba feka mimbe ka kalanke nunu sarali bisoro demsinu bi wolowila o nyogona de be kilasi nani kono bo o kalanke la mogosi ati nunu sara ale doron de be kalanke la ba feka sarali ko o gela ba de be anna. Sur le site, des salles de classe avaient été aménagées afin de faciliter l'accès pour les enfants. Cependant, ces salles de classe restent jusqu'à présent fermées pour motif de non-paiement des enseignants. À Mopti, selon un responsable du développement social, la rentrée est effective au niveau des sites. Mais sur le site de Sokoura, selon des sources contactées, la réalité est toute autre. Les enfants attendent toujours de rejoindre les classes. À Tombouctou, il en est de même pour les enfants qui sont généralement affiliés aux écoles publiques. L'éducation scolaire au niveau des sites des déplacés est assez complexe en raison de plusieurs manquements et bien d'autres. Face à cette situation d'urgence, les autorités locales ont recommandé la mise en place de comités de veille pour surveiller l'évolution de la situation et prévenir d'éventuels nouveaux dégâts dus aux intempéries. En parallèle, la campagne de sensibilisation pour la rentrée scolaire 2024-2025, lancée le 20 septembre, se poursuivra jusqu'en février 2025. Cette campagne vise à encourager le retour des enfants à l'école dans un contexte difficile, marqué par la précarité et l'incertitude engendrée par la catastrophe naturelle. À Tombouctou, une pirogue transportant plusieurs dizaines de personnes et un important chargement de marchandises a fait naufrage dans la nuit du dimanche 10 au lundi 11 novembre dernier. On dénombre pour le moment plus d'une dizaine de victimes. Paul Yapinguesson. Une pirogue lourdement chargée de marchandises et de voyageurs a fait naufrage dans la région de Tombouctou, selon une source dans cette ville. On ignore encore le nombre de victimes, mais l'on dénombre pour l'instant une dizaine de morts et des dégâts matériels importants qui est intervenu sur le fleuve Niger dans la nuit du dimanche 10 au lundi 11 novembre aux environs de 13 h près de la localité de Ber. Cet accident est loin d'être le premier. Un habitant de Ber fait savoir que le grand nombre de naufrages de ce type s'explique généralement par la piètre qualité des embarcations et une mauvaise répartition du poids ou un chargement trop lourd. Mais les gens continuent à circuler par ces grandes pirogues entre les villes situées sur le fleuve Niger tout simplement en raison du mauvais état des routes et de l'insécurité qui y règne. La pinasse naviguait sur l'as Mopti-Gao avec à son bord plusieurs dizaines de personnes lorsqu'elle a chaviré, faisant des victimes et des pertes de matériel. Pour la journaliste Mata Moro, malgré la cascade de naufrage des pinasses, les populations feront toujours recours à ce moyen de transport. Car, soutiendra-t-elle, c'est à cause de l'insécurité.
Marqué souvent par les blocus imposés par le groupe armé terroriste sur l'unique voie qui le relie avec les régions du centre à celle du nord, de nombreuses personnes sont obligées de recourir aux pinasses de fortune pour se rendre dans leurs villages respectifs. Ces pinasses, très convoitées, quittent pour la plupart Mopti à destination de la ville de Gao, Nianfouké ou Tombouctou. Des dizaines de passagers et des marchandises y sont transportés par ces pinasses de fabrication traditionnelle sans aucune norme sécuritaire. Les cas de naufrage sont légion sur le fleuve Niger dans les régions du centre et septentrional du pays. Pour rappel, en 2023, au moins 27 personnes se sont noyées lors du chavirement d'une pinasse surchargée à Douta, dans la commune rurale de Tengeref-Kari, région de Tombouctou. Selon Kagag Ag Mouradis, maire de la commune rurale de Tengeref-Kari, ce chavirement a été causé par une surcharge et un vent violent, faisant au moins 27 morts, 26 passagers repêchés et 3 autres portés disparus. Précise le maire. Les pirogues font partie des principaux moyens de transport dans cette partie du Mali, mais elles sont généralement rudimentaires et ne font pas l'objet d'un contrôle de sécurité régulier. La compagnie malienne de navigation fluviale, Comanaf, qui assurait le transport des passagers et des marchandises vers le nord, est aujourd'hui à l'arrêt total pour des raisons de sécurité. Malgré la trêve sociale décrétée par le gouvernement de transition avec ses partenaires socio-économiques, les menaces de grève se font sentir depuis un certain temps. La série de la semaine sur la trêve sociale dans son épisode 1 donne la parole aux syndicalistes. Un reportage de Soumaïla Fani. Dans le but de favoriser l'instauration et la consolidation d'un climat social apaisé, le pacte de stabilité et de croissance a été signé entre le gouvernement, les syndicats et le patronat le 25 août 2023. Objectif, observer une trêve sociale de 5 ans tout en privilégiant le dialogue. Mais depuis un certain temps, les menaces de grève se font sentir. Ce qui explique cela, c'est le fait que les gens n'ont pas encore compris le pacte. En fait, ce n'est pas tout le monde qui s'est approprié encore le pacte social de stabilité et de croissance. Parce que ce pacte, il fait l'objet de la triple signature du côté de l'État, du côté des syndicats et du côté du patronat. Et si une seule partie s'approprie le pacte et que l'autre ne se l'approprie pas, c'est difficile que sa mise en œuvre soit effective. Et le pacte, c'est des plans d'action. Il y a un plan d'action qui est prévu et nous sommes en pleine mise en œuvre de ce pacte. Et ça va demander encore un petit temps pour d'abord vulgariser le pacte et que toutes les parties connaissent le contenu afin d'aller vers sa mise en œuvre effective. Au-delà de ces constats, le syndicaliste ajoute que d'autres raisons de ces menaces de grève portent principalement sur des licenciements abusifs au niveau du secteur privé. Du côté des centrales syndicales, au niveau de l'INTM, nous nous l'approprions progressivement. Et vous ne verrez pas la centrale INTM aujourd'hui, vous n'avez pas vu de préavis de grève de la centrale. Les syndicats nationaux s'abstiennent au maximum. Mais cela dit, il y a des PV de conciliation, des protocoles d'accord qui souffrent d'application, qui ne sont pas appliqués. Et autre sujet, c'est que au niveau surtout des secteurs privés et parapublics, avec des licenciements abusifs, dans notre secteur d'activité déjà, au niveau des IBIFARM, c'est 158 travailleurs qui ont été licenciés, un licenciement collectif, avec un seul but, tuer les syndicats. Bon, vous voyez, quand il y a des pratiques comme ça, c'est difficile que les gens, au nom du pacte, se taisent, regardent et ne rien faire. Le pacte qui vise à contribuer à une meilleure protection du travail et des travailleurs n'est nullement un frein au mouvement de grève qui vise à revendiquer leurs droits. Souvent, on fait face, je ne dirais pas au refus de l'administration d'aller vers le dialogue, mais nous constatons que souvent il est difficile de pouvoir s'attendre tant qu'il n'y a pas un mot d'ordre qui est là. Et on entend souvent même par-ci par-là que le pacte est là et que ça empêche d'aller en grève. C'est que nous opposons catégoriquement. Parce que quand vous regardez le pacte, nulle part il n'est écrit que le pacte interdit à un comité syndical, à un syndicat national ou autre, à observer la grève.
on dit dans le pacte qu'il faut maximiser le dialogue social. Déjà, des ans se sont écoulés et force est de reconnaître que de nombreuses recommandations de ce pacte souffrent encore de leur application. Pour rappel, de janvier 2019 à décembre 2022, le pays a enregistré plus de 400 préavis de grève. Selon le communiqué publié mardi 12 novembre, les ministres des Transports de l'espace CEDEAO, réunis à Lomé du 5 au 8 novembre, ont approuvé une feuille de route visant la suppression de toutes les taxes jugées non conformes aux recommandations de l'OACI et la réduction de 25% des redevances liées aux passagers et à la sécurité. Ces réformes devraient entraîner une réduction significative des billets. L'objectif est d'harmoniser ces coûts et de les conformer aux normes définies par l'Organisation de l'aviation civile internationale. Je vous l'annonçais en titre, le Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso a déposé mardi 12 novembre une plainte contre la télévision Joliba TV News auprès de la haute autorité de la communication du Mali. On en sait davantage avec Djeneba Samaki. Le Conseil supérieur de la communication CSE du Burkina Faso a officiellement saisi la haute autorité de la communication AC du Mali suite à des propos tenus lors de l'émission Rendez-vous des idées diffusée le 10 novembre 2024 sur la chaîne Joliba TV News. Cette déclaration, qualifiée de gravissime, vise le gouvernement burkinabé et jette le discrédit sur les autorités du pays en évoquant une supposée manipulation dans une affaire récente de tentatives de déstabilisation. Que ce soit le Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso ou la haute autorité de la communication du Mali, ces instances de régulation se trouvant dans l'espace AES sont régies par des textes. Quelle que soit la mesure ou les actions que la HAC Mali va être amenée à prendre suite à la correspondance de son homologue de Burkina Faso, il faut que ça s'inscrit dans le cadre des textes. Ce ne sont pas des structures politiques qui prennent des décisions politiques, mais c'est des structures administratives qui sont régies par des textes, lesquels textes doivent être scrupuleusement respectés. Et dans le cadre de la promotion de la liberté d'expression. Une liberté d'expression qui également doit être encadrée par des textes. Dans son courrier daté du 12 novembre 2024, le président du CSC du Burkina Faso, Wendengondi Louise Modeste Ouedraogo, souligne l'impact néfaste de tels propos sur les relations diplomatiques et la cohésion entre les États membres de l'Alliance des États du Sahel, AES. L'invité de cette émission, qui n'était autre qu'Issa Kaudjima, selon des informations relayées depuis ce matin sur les réseaux sociaux, aurait été interpellé à son domicile à Bamako. Cette plainte intervient à un moment où les régulateurs des médias des États membres de l'AES et de la Guinée prévoient de se rencontrer en décembre prochain lors d'un forum dédié aux enjeux de la régulation médiatique dans la région. Le président du CSC voit dans cet événement l'occasion de renforcer la coopération entre les organismes de régulation pour promouvoir une information de qualité et responsable dans le respect des peuples et de leurs dirigeants. Entre-temps, la situation évolue et Issa Kaudjima a finalement été placé sous mandat de dépôt. La HAC, de son côté, a convoqué le directeur de Joliba TV News et le journaliste Mohamed Atayar Alidou devant sa commission ce jeudi 14 novembre à 15h. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Les pays du monde sont réunis à Bakou, en Azerbaïdjan, pour la COP29. Les négociations suivent leur cours et les pays en développement attendent des annonces fortes des États les plus pollueurs. Les attentes du Mali visent à renforcer la résilience du pays face aux effets néfastes du changement climatique, tout en promouvant des solutions durables pour l'environnement. Aminata Keita. Aujourd'hui, tous les pays se mobilisent pour faire face aux impacts du changement climatique. Les pays en développement les moins pollueurs subissent de plein fouet les impacts du changement climatique. La position du Mali est de même que celle des pays en voie de développement qui réclament la réparation des injustices climatiques à travers la mobilisation de ressources financières estimées à environ 3 000 milliards de dollars par an. La délégation malienne conduite par le ministre en charge de l'Environnement et de l'Assainissement Mamadou Samaké participe à la COP29 avec une vision claire qui s'articule autour de 13 projets structurants qui seront soumis à des investisseurs internationaux.
Des projets qui, selon le ministre, visent à renforcer la résilience du Mali face aux effets néfastes du changement climatique, tout en promouvant des solutions durables pour l'environnement. Hier déjà, le ministre Samaké a co-animé avec ses homologues de la Guinée et du Sénégal un panel de haut niveau sur la protection des bassins fluviaux. Une occasion qu'il a saisie pour tirer la sonnette d'alarme sur le cas de la Falémé, bras du fleuve Sénégal, qui selon lui est aujourd'hui menacé de disparition. Le ministre de l'Environnement de la Guinée a saisi cette occasion pour présenter les actions de son pays pour la protection du massif du Fouta Djallon, source d'importants fleuves d'Afrique de l'Ouest dont le Sénégal. De son côté, le ministre de l'Environnement du Sénégal a pour sa part alerté l'assistance sur les conséquences de l'élévation rapide au niveau des eaux dans la région de Bakel. Il a expliqué les mesures d'urgence prises pour protéger les populations locales, y compris la construction de digues et de dispositions d'assainissement. Pour le ministre de l'Environnement du Mali, Mamadou Samaké, il a dressé un sombre tableau de l'actuel Falémé, un affluent majeur du fleuve Sénégal. Confronté à une exploitation illégale, notamment des activités de dragage pour l'extraction de l'or, ce cours d'eau se retrouve aujourd'hui en péril. Pour y pallier, le ministre propose à l'OMVS la mise en place d'un projet de sauvetage de la Falémé en passant par la coopération transfrontalière entre le Mali, le Sénégal et la Mauritanie, car pour lui, lorsque ces exploitants illégaux sont traqués du côté du Sénégal, ils viennent se cacher côté malien et mauritanien, vice-versa. Face à la gravité de cette situation due au changement climatique, le Mali appelle au respect des engagements pris lors de la COP28 et lors des conférences précédentes, notamment l'abondement du fonds pertes et dommages et la mobilisation des ressources attendues par l'Afrique et les pays en développement pour mieux s'adapter au changement climatique, a martelé le ministre Samaké. Pour lui, l'humanité est à un tournant décisif et cela commande que les pays agissent rapidement et collectivement pour faire face aux phénomènes climatiques de plus en plus destructeurs qui ne semblent épargner aucun pays. Un des sujets importants du sommet des dirigeants mondiaux pour l'action climatique qui s'achève aujourd'hui concerne la mise à jour sur le traité de non-prolifération des combustibles fossiles, inspiré des initiatives visant à contrer les armes nucléaires et la pollution plastique. Un concept qui ambitionne de freiner l'expansion des énergies fossiles tout en promouvant des alternatives durables. Au Tchad, plusieurs candidatures du MPS, le parti de l'ancien président Idriss Déby, ont été rejetées par l'agence électorale chargée d'organiser les scrutins législatifs et locaux du 29 décembre 2024. Parmi les candidatures rejetées figure celle de Mahamad Zenbada, secrétaire général du mouvement patriotique du Salut. Pour les législatives, 179 partis politiques ou regroupements ont présenté 1321 candidats, dont 36,6% des femmes. Après examen, 1274 dossiers ont été validés, tandis que 46 ont été rejetés pour non-conformité. Les grands absents de ces élections sont les membres du parti Les Transformateurs de Succès Masra et du groupe de concertation des acteurs politiques. Ces formations ont décidé de boycotter ces élections, exigeant la révision du code électoral. Voilà donc qui referme ce 1945. Merci de votre constante fidélité. Bonsoir à tous et à demain.